l'invité de la matinale. KTO Radio. L'Ukraine entame une nouvelle année de guerre avec 5 régions au sud et à l'est du pays toujours totalement ou partiellement occupées par l'armée russe. Des bombardements, y compris sur la capitale Kiev, et qui n'épargnent aucun territoire. Les infrastructures énergétiques de transport étant notamment prises pour cible. Presque 4 ans de guerre débutés en février 2022. Alors comment les Ukrainiens abordent cette nouvelle année de guerre? Jean-Bernard Dupont-Melitchenko, bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité pour parler de l'Ukraine. Ce matin, vous êtes agrégé d'histoire et spécialiste de l'immigration ukrainienne en France. Alors Oui. tout d'abord, bonne année, bonne santé à vous. Z Novim Rokom, voilà, en ukrainien. Comment a été vécu ce temps de Noël et cette période de fête en Ukraine? Il a été, je vais peut-être vous étonner, mais il a été bien vécu. Parce que les Ukrainiens, vous avez dit 4 ans ou 5 ans de guerre, en fait c'est 11 ans de guerre à partir de 2014. La guerre du Donbass a existé, elle a coûté des milliers de morts. Je fais un petit rappel historique là sur l'ensemble. Oui, moi je trouve qu'ils ont bien vécu, parce que depuis 2014, les Ukrainiens ont pris la parole. Deuxièmement, ils ont commencé à s'exprimer et à descendre dans la rue. Et tout ça, on va le voir au moment de Noël pour la nativité. Même pour la nativité, les Ukrainiens se sont rassemblés. Ils ont pu se rendre à l'église, les Ukrainiens gréco-catholiques ont pu se rendre à l'église, fêter en famille. Voilà, c'est ça. Mais je pourrais donner 2 choses sur l'église gréco-catholique. Oui, bien sûr. Vous me faites sourire quand vous dites vous pouvez vous rendre à l'église. Je peux vous assurer, j'étais plusieurs fois à Pâques, moi, en Ukraine. Je suis allé une quinzaine de fois. Je peux vous assurer, on ne peut pas rentrer dans une église. Elles sont pleines à craquer. Il y a 400 personnes dehors. On installe des micros, on installe des télévisions qui permettent de transférer. Et les prêtres donnent, surtout à Pâques, ils donnent la communion, ils donnent la communion dehors, ce qui est assez étrange, mais parce que c'est pas possible. C'est plein. Voilà. Que veut dire cette ferveur, justement, cette envie, ce besoin des Ukrainiens de célébrer la messe, de partager avec le Seigneur? Écoutez, là c'est une vraie question à laquelle je ne pourrais pas répondre complètement. Mais d'abord, en ce qui concerne les gréco-catholiques, nous on vient de très très loin et on a vécu un moment qui s'est appelé l'église des catacombes. C'est-à-dire que Staline a supprimé notre église en 1946. Il n'y avait plus d'église gréco-catholique, il n'y avait plus que l'église du patriarcat de Kiev, etc. Tous ceux qui ont refusé de donner raison à Staline sont allés au goulag, dont les gens de ma famille. Donc, alors, on est très attaché à cette chose-là. Et l'Église gréco-catholique, même malgré son petit nombre, on n'est que 5 à 6 millions, pas plus. Et se trouve en première place dans la démarche, dans la marche et dans la démarche. Ils sont toujours présents. On l'a dit, il y a 5 régions du sud et de l'est de l'Ukraine qui sont occupées par l'armée russe. Quelle est la réalité actuelle de la vie des citoyens ukrainiens dans ces zones occupées? Dans les zones occupées, je suis obligé de dire que c'est autre chose. C'est très difficile. Parfois, l'état-major prend des décisions, comme il a pris là du côté de Potrovsk. Il demande aux gens de partir. Les gens n'ont pas envie. Les gens disent nous on reste là, on est chez nous, même si c'est sous les bombes, c'est trop difficile. Donc l'état-major demande, il fait un rappel à la loi, quoi. C'est-à-dire il faut partir. C'est les hommes de troupes qui protègent les maisons qui restent, etc.
Vous avez des origines dans une région de l'ouest de l'Ukraine, a priori loin Oui, de la ligne de front, mais vous me oui. disiez là aussi en préparant l'interview que la guerre est aussi visible, qu'il y a aussi des bombardements, il n'y a aucun territoire qui est épargné. Voilà. Moscou et Poutine se sont arrangés pour que tout soit balayé. C'est-à-dire qu'on a attaqué Lviv, qui est la capitale de la Galicie et de la Volhynie, Ternopil, Ivano-Frankivsk, qui sont les trois grandes villes sous préfecture, disons, les préfectures, ont eu plusieurs fois par semaine. Les gens sont allés dans les abris, les gens sont allés euh, pour se Mmh. protéger. On met des filets maintenant, on met des filets pour les drones. Au-dessus des Et routes, oui. bon, oui, au-dessus des routes. Moi, je sais parce que j'ai ma nièce qui me téléphone quasiment toutes les semaines. Et donc voilà, c'est vraiment très difficile. Alors justement, j'ai fait une petite remarque. Moi, j'ai travaillé avec mes amis de Kiev et je leur ai posé la question, mais vous avez des abris anti-aériens, peut-être souterrains, pardon, mais anti-aériens aussi. Et quelquefois, je vois que des gens n'y vont pas, qui refusent d'y aller, qui disent bon, ça ne sert plus à rien. Alors ils m'ont dit, écoute, on va faire un, on a fait une infographie, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a trois périodes. La première période, c'est 22, 23, c'est le début. C'est la peur. C'est la peur des bombardements. Alors là, tout le monde va dans les abris. C'est parfait. Et puis, moi, j'avais remarqué, quand je téléphone à Kiev notamment, il s'agit des villes, pas de la campagne, qu'on commence à s'habituer, que les gens disent oh, finalement, finalement, on reste chez nous, etc., etc. Moi, j'étais inquiet et même mes amis très proches m'ont dit oh, ben non, nous, on n'y va pas. On va à la campagne chez des amis. Non, non, on va pas, on va pas. Et puis, là, la dernière discussion que j'ai eue pour préparer ce travail avec vous, c'est que les bombes sont tellement énormes. C'est des bombes qui font 1500 kilos, qui sont volantes. C'est une invention des Russes. Et là, là, il y a de nouveau, ça fait tellement de dégâts, on peut abattre un immeuble de 4 à 5 étages avec deux bombes. Les gens sont retournés dans les abris souterrains. Voilà la petite chose qu'on a mis en place. Jean-Bernard Dupont-Melitchenko avec nous. On parle beaucoup de la résilience du peuple ukrainien. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que les populations mettent en place pour survivre à cette guerre et continuer leur vie? Voilà. Ça, c'est bien le mot résilience et le mot résistance aussi. C'est pas la même chose. Mais la résilience, c'est être capable de comprendre ce qui se passe et de changer d'attitude, mais en restant toujours face à l'adversaire. Alors, moi, je dirais, la première chose, c'est vivre comme avant. C'est-à-dire que moi, j'ai téléphoné 2-3 fois à Kiev chez mes amis. Ils m'ont dit, écoute, toute la nuit, on a été harcelés par des bombes. Il y a des morts, mais il y a une exposition de peinture. On va y aller. Je lui dis, mais c'est parfait. C'est ce que Poutine ne peut pas supporter. C'est ce que les Russes n'acceptent pas. C'est que vous soyez des gens normaux. Et voilà. Donc la première chose, c'est on continue. On continue. On vit. Alors, autre chose également, c'est le front. C'est très dur le front. Alors, on fait les besoins avec des taxis et il y a des gens qui se sont proposés depuis 23, depuis 3 ans ou 4 ans, ils se proposent, ils prennent leur voiture à eux, ils ne sont pas soldats, ils n'ont pas été mobilisés, mais ils prennent les blessés qui sortent du front et ils vont les transporter à un hôpital de campagne, etc. Et cette histoire elle a donné lieu à un livre d'ailleurs d'un Ukrainien qui, au bout de 3 ou 4 voyages, il s'aperçoit que sa voiture, elle a explosé, elle ne peut plus faire. Il a donc ouvert une cagnotte sur Internet. En 8 jours,
la cagnotte était pleine, et il s'est racheté une voiture, et il a continué à faire son travail. Voilà. C'est cette solidarité qui est importante. Et il y a des besoins humanitaires qui sont encore très, très importants? Oh oui, ils sont très, 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 très importants. Une chose que je voulais aussi dire, toujours dans ce qui fait cette résilience, les groupes de prière. Au début, j'ai cru que c'était les églises qui avaient organisé ces groupes de prière. Mais c'est normal, c'est leur devoir. Mais j'ai appris après, parce que j'ai mes nièces qui sont dans les groupes de prière, j'ai appris que les soldats ont téléphoné pour demander la mise en place de groupes de prière. Pourquoi ? Parce que sur le front, on dort 3 à 4 heures par nuit, pas plus. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prier. On a juste le temps de se camoufler et de sauver sa peau. C'est vraiment très, très, très difficile. Et ces groupes de prière, maintenant, ont pris de l'ampleur. Ils se contentent pas seulement de prier et d'échanger des nouvelles. Ils sont prêts à aider les militaires. Les militaires qui ont besoin de vêtements chauds pour l'hiver. Les militaires qui ont besoin de chaussures neuves. Tout ça, ils aident beaucoup. Ça, c'est important aussi dans la résistance. Des négociations de paix ont lieu depuis plusieurs semaines. On en parle beaucoup dans les médias par l'intermédiaire du président américain. Quel est l'état d'esprit en Ukraine face à ces négociations et cette possible paix ? On n'y croit pas. On ne peut pas y croire. On n'y croit pas parce que ça fait 5 fois que ça change. Poutine veut tout le front, c'est-à-dire le tronc, ça fait 5 fois, 5 oblasts, c'est énorme. C'est de la Crimée jusqu'à la frontière. Donc on ne peut pas accepter ça, c'est invivable. Pour eux, c'est invivable. Donc nous, c'est pas possible. On n'y croit pas. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est primordial pour les Ukrainiens en vue d'une possible paix ? Qu'on les laisse vivre en paix. Qu'on les laisse vivre en paix, c'est pas possible quoi, de vivre comme ça. Je l'ai dit hier, il y a 80% qui sont pour la paix et il y a 80% qui disent on lâche pas nos territoires. Il y a nos enfants aussi, il y a 20 000 enfants qui ont été capturés, qu'on n'a pas retrouvés. Bon, tout ça, il faut le régler par la paix. C'est ce que l'on peut souhaiter comme vœu aux Ukrainiens pour 2026 ? De continuer à résister, de continuer à vivre, parce qu'il y a eu des grandes promenades, là, des grandes marches à Noël avec les étoiles de Noël. J'ai compté à peu près à Kiev plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue. C'est pas une manifestation, il y a de la joie. On chante et on fête la nativité. On fête la nativité tous ensemble. Voilà. Merci Jean-Bernard Dupont-Melitchenko d'avoir été avec nous et je permets de citer l'un de vos ouvrages, un livre référence sur l'immigration ukrainienne en France, les Ukrainiens en France aux éditions Autrement. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.